Euh, alors, je vais donc, normalement, vous voyez vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, D'accord, super. Donc voilà, le point de départ de ma réflexion est ancré dans une expérience concrète, hein. Donc, effectivement, celle de ma traduction de la pièce Top Dog Underdog de Susan Laurie Parks. C'est une pièce qui a valu à la dramaturge le prix Pulitzer de l'œuvre théâtrale en 2002. Euh, et je vais vous montrer à quoi ressemble donc Susan Laurie Parks, euh, avec une petite citation de James Baldwin, qui est son mentor et qui a été également son professeur d'écriture dramatique lorsqu'elle était à l'université. Euh, Top Dog Underdog, en fait, c'est une fable grinçante d'amour-haine entre deux frères, Lincoln et Booth, qui sont obligés de cohabiter dans une piole, une chambre de pension minable. Lincoln est en fait un ancien joueur de monté à trois cartes, donc le jeu du bonneto, je ne sais pas si vous connaissez, où il s'agit de repérer la bonne carte, donc c'est une arnaque de rue. Euh, et il gagne désormais sa vie en se déguisant en Abraham Lincoln, donc le défunt président des États-Unis. Et donc, il se met tous les jours du maquillage blanc sur le visage. Il met une fausse barbe, un chapeau, le manteau. Et puis, il se rend dans une salle de jeu où les touristes et les visiteurs viennent lui tirer dessus avec un faux pistolet. Et ensuite, il fait semblant de mourir comme le 16e président des États-Unis en 1865. Alors, son frère, qui ironiquement est prénommé Booth d'après l'assassin donc d'Abraham Lincoln, lui, alors, il ne fait rien, il n'a pas de boulot et il espère en fait devenir aussi bon que son frère aux cartes. Et donc, il essaye désespérément de le convaincre, de lui apprendre les ficelles du métier. Donc, en fait, toute la pièce tourne autour de leur relation, qui est assez ambiguë, parce qu'ils viennent évidemment de la même famille. Ils ont été tous deux abandonnés par leurs parents très jeunes, donc ils ont un héritage familial difficile. Et en même temps, ils sont sans cesse dans un rapport un peu de rivalité assez étrange. Euh, donc, c'est vraiment cette relation qui constitue le noyau de la pièce, avec des motifs récurrents autour de ça, de l'identité culturelle africaine-américaine, telle que la mémoire, évidemment l'injustice raciale et sociale, l'importance de la musique, de l'amour, de l'humour, etc. Alors, en guise de préambule, je me suis dit que j'allais vous passer en fait un extrait d'interview de Yahya Abdul-Mateen II, qui est l'un des deux comédiens qui en fait récemment a repris le rôle de Booth dans la reprise de Top Dog Underdog à Broadway, qui a eu lieu fin 2022, début 2023. Alors, je vais voilà, je vais juste vous passer un court extrait. Là, vous voyez l'écran? non, on voit pas l'écran. Ouais, on voit toujours le PowerPoint là. Euh, Alors, pardon. Hmm. Ah, le partage est en pause. Comment je fais pour le remettre? Il faut peut-être arrêter le... Voilà, Ah, c'est bon. c'est bon? Voilà, pardon. Donc voilà, je vous passe juste ce court extrait vidéo d'une minute à peine. You call this the ultimate role for you. Why? Oh man, I found this role about 16 years ago. It was the very first contemporary piece of theater that I ever felt was that I found myself in. You know, Shakespeare used to be my thing. And then I found this and I said, oh, they talk like me. I know these people. And so I found my comfort zone in this space. And this was the first piece of theater that really embraced me for who I was. And that was about 16 years ago. 16 years ago was this thing. Voilà, donc c'était le court extrait.
je reprends la présentation PowerPoint. Voilà, donc là, c'était pour montrer à quel point, en fait, l'écriture de Parks est quelque part représente une voix minoritaire à plusieurs titres. Donc là, on a entendu l'acteur qui disait que c'était la première pièce qu'il entendait où il avait l'impression que les gens parlaient comme lui. Il disait « I know these people ». Et puis, par ailleurs, donc ça, c'est tout l'héritage et la culture africaine-américaine. Et puis, par ailleurs, c'est sûr que, voilà, Parks, par ailleurs, dans d'autres pièces, met plus en avant le fait que c'est une femme. Elle a notamment écrit des pièces sur l'avortement, sur des thématiques beaucoup plus féminines. Donc, elle est elle est au croisement de voix minoritaires à plus d'un titre, je dirais, à la fois en tant que femme dans un milieu qui est largement dominé par les auteurs dramatiques, les metteurs en scène, les producteurs, les réalisateurs, etc. Et puis, comme on a pu l'entendre, elle incarne aussi et peut-être même surtout la voix d'une femme africaine-américaine, une catégorie qui est en fait largement sous-représentée sur les scènes américaines, toutes appellations confondues. Donc, j'entends par là les scènes théâtrales, mais également les scènes au sens large de cinéma, la scène politique au sens large, etc. Alors, elle commente son travail de la manière suivante. Je vous ai mis une petite citation. A play is a blueprint of an event, a way of creating and rewriting history through the medium of literature. Since history is a recorded or remembered event, theater, for me, is the perfect place to make history. That is, because so much of African American history has been unrecorded, dismembered, washed out. One of my tasks as playwright is to, through literature and the special strange relationship between theater and real life, locate the ancestral burial ground, dig for bones, find bones, hear the bones sing, write it down. Ce chant des ossements, donc, que Parks entend et retranscrit, traduit d'autres voix que celles que l'on a coutume d'entendre sur les scènes américaines. Et il incombe ensuite au public de se mettre à l'écoute de ce nouveau découpage du réel. Alors, lorsqu'elle dit qu'elle entend des voix, c'est vraiment au sens littéral. Enfin, elle dit qu'elle entend hear the bones sing. Eh bien, dans le cas de Top Dog Underdog, elle témoigne dans un documentaire qui retrace toute l'évolution de l'écriture et de la mise en scène de la pièce. Et elle dit littéralement qu'elle entendait une voix derrière elle qui faisait « wuchi, wuchi, woo, wuchi, 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 woo » et que la voix lui a vraiment dicté tous les dialogues de la pièce. Elle dit « À la date historique du 6 janvier 1999, j'ai commencé à écrire Top Dog Underdog. J'ai terminé moins de 3 jours plus tard. Boum, j'avais fini. Chaque année, je commémore et célèbre cette date en disant « Merci, merci, merci de m'avoir envoyé la merveilleuse pièce Top Dog Underdog ». Donc voilà, là, une image de la reprise à Broadway récemment, donc. Et puis une petite citation rigolote. Elle a également été fortement influencée par son mari à l'époque, le musicien Paul Osher, à qui la pièce est dédiée d'ailleurs. Et l'influence du bluesman est décelable tant en ce qui concerne le fond que la forme de la pièce. En effet, c'est Paul Osher qui lui a appris le jeu du three-chord Monte. Et puis, pour ce qui est de l'écriture elle-même, eh bien, elle se rapproche fortement d'une partition musicale et la pièce comporte notamment un authentique morceau de blues qui est joué et chanté par le personnage de Lincoln à la fin de la première scène. Mais j'aimerais revenir brièvement sur la forme particulière de l'écriture dramatique de Parks, puisque ce que je voudrais dire, c'est qu'elle écrit en utilisant l'Ebonics ou African American Vernacular English, également plébiscité par d'autres autrices reconnues avant elle, évidemment, telles que, je ne sais pas, Zora Neale Hurston, Toni Morrison, Alice Walker, pour ce qui est des romans, mais aussi Ntozake Shange ou Sonia Sanchez pour ce qui est du théâtre. Entre autres exemples, et Parks confie à ce titre que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Elle dit « Pour moi, la blague, c'est que l'anglais est ma seconde langue ». Et j'aimerais vous faire entendre juste quelques extraits tirés de Top Dog Underdog qui illustrent l'usage que Parks fait de l'Ebonics.
Donc, je vais les lire moi, hein, je fais de mon mieux, mais voilà, j'interprète ces dialogues. Then you gotta jazz up your act. Elaborate your moves, you know. You was always too stiff with it. Yeah, I boosted them. They stole from a big-ass department store. Just 'cause I ain't good as you at cards don't mean I can't do nothing. Ensuite, on a Lincoln. I don't touch the cards, 3-card. I don't touch the cards no more. I can't be hustling no more, bro. Et puis une dernière citation que j'aime particulièrement. Here I am, interested in an economic opportunity, willing to work hard, willing to take risks, and all you can say, you shit-eating, motherfucking, pathetic, limp-dick Uncle Tom, all you can tell me is how you don't do no more what I be wanting to do. Alors, c'est intéressant de savoir que, peut-être vous le savez, mais peut-être pas, l'usage de l'Ibonix, en fait, suscite régulièrement de très vives polémiques aux États-Unis, dont la dernière grande polémique en date remonte à la fameuse controverse d'Oakland, en Californie, qui a eu lieu en 1996. La polémique d'Oakland a mis en lumière combien l'anglais standard imposait et impose toujours sa loi. Ainsi, selon le professeur et spécialiste de la question Franklin Thompson, les médias se sont emparés d'aspects insignifiants et internes au langage historique parlé par les Africains, Africaines, Américains, Américaines, pour créer une image émotionnellement chargée de slang urbain qui menaçait soi-disant de remplacer l'anglais américain mainstream dans les écoles. Donc, il s'en est suivi une véritable panique légale aux États-Unis à l'époque, avec certains États qui sont allés jusqu'à voter des lois interdisant toute allocation de fonds aux établissements scolaires qui reconnaîtraient l'Ibonix comme langue à part entière. L'Ibonix était perçu à ce moment-là comme un véritable fléau qu'il s'agissait de combattre à tout prix. Les personnalités publiques et politiques se sont largement divisées sur la question et en tout, la controverse a suscité plus de 25 000 articles au total. Donc, la démesure de cette controverse à la fin du siècle dernier fait réapparaître de manière criante, à mon avis, et là je cite Derrida dans Ulysse Hermophone, fait apparaître donc combien l'hégémonie se manifeste au cours d'une guerre par laquelle l'anglais tente d'effacer l'autre, les autres idiomes domestiqués, néocolonisés, donnés à lire depuis un seul angle, ce qui ne fut jamais si vrai aujourd'hui. Ainsi, le message que la controverse d'Auckland a contribué à véhiculer pourrait se résumer ainsi. D'accord, vous avez le droit de parler, mais uniquement en utilisant nos mots à nous. Un paradoxe qui n'est pas sans rappeler celui exprimé par Caliban dans La Tempête, contraint d'utiliser les mots forgés dans la langue de son maître pour dire et donc vivre sa propre oppression. Et donc, Caliban, en ce sens, ferait partie intégrante de la catégorie des hommes traduits que Tiphaine Samoyo commente en ces termes dans son ouvrage récent Traduction et... comment il s'appelle son ouvrage, que je ne dise pas des bêtises. Oui, Traduction et violence, c'est bien ça, ouais. Elle dit « La formule fameuse de Salman Rushdie par laquelle il nomme sa condition postcoloniale à la suite d'Edward Said met en évidence dans toute hégémonie la dissymétrie entre ceux qui représentent et ceux qui sont représentés, entre ceux qui traduisent et ceux qui sont traduits. Ces hommes traduits favorisent à leur tour la traduction. » Ainsi, là, je vous ai mis la citation de Baldwin, hein, « No true account really of… » Pardon, je ne vois pas mon écran, c'est quoi en anglais? Of Black life, pardon, can be contained in the American vocabulary. Et ce constat est d'autant plus problématique, bien sûr, si l'on estime avec George Steiner, entre autres, que le langage ne transmet pas un contenu préétabli existant séparément de lui, hein, comme un câble transmettrait un message télégraphique, mais que le contenu se crée dans et à travers la dynamique même de son énonciation. Alors, cela fait directement écho à la conviction de Parks que forme et contenu sont indissociables. Et ça implique, pour la traductrice que je suis, de chercher une manière de recréer en français non pas tant le langage de Parks en tant que tel, mais plutôt sa dynamique. Et donc, je reprends une citation de Tiphaine Samoyo qui dit « Il faut qu'il y ait dislocation, putréfaction, décomposition pour que se donne à lire le mouvement par quoi la forme advient. C'est ce que permettrait la traduction, non pas une juxtaposition de deux formes non identiques, mais l'essence même de la formation, le mouvement inlassable par quoi s'approprier, c'est être approprié, manger, c'est être mangé, et traduire, c'est être traduit. »
Donc, j'aime bien reprendre un peu la métaphore de cette technique ancestrale japonaise du kintsugi, peut-être que vous connaissez, qui laisse apparaître le geste de l'artisan qui répare en fait un objet brisé en soulignant les fissures avec de l'or. Alors, ma traduction porterait elle aussi en filigrane la trace de mon geste rassembleur de mots, comme dans l'exemple suivant tiré de Top Dog Underdog. Pourquoi il a laissé ses fringues? Pourquoi il nous a laissé nous? C'était un pochetron, bro. Whatever, ok? Je veux dire, c'est pas comme si tu allais capter quoi que ce soit juste en y réfléchissant. Appelle ça un des grands mystères pas résolus de l'existence, that's it. En ce sens, ma traduction n'est pas pure réplique. Et je cite, c'est d'ailleurs cette distance qui annule toute possibilité de traduction absolue et univoque, tout en laissant libre cours dans le même temps à la création et à l'interprétation. Ce sont les mots efficaces d'Élise Pestre dans sa préface à la fameuse tâche du traducteur de Benjamin. Et à nouveau, Tiffaine Samoyo reprend cette analyse en disant... Ah, pardon, non, je n'ai pas la citation là. Je vous la lis. Elle dit « La traduction ne produit jamais que de la ressemblance habitée de dissemblance. C'est la grande leçon de la tâche du traducteur de Benjamin, la critique de la ressemblance comme mimésis parfaite. Même si la pulsion mimétique est au fond de l'acte de traduire, l'équivalence est justement ce qui est impossible. C'est pourquoi elle est plus affaire d'intimité que de mimésis. » Et à ce titre, j'utilise volontiers pour ma part l'expression d'intimité imitée pour parler de ma propre démarche de traductrice de l'œuvre de Parks. Alors, il est étonnant de penser que Top Dog Underdog n'a pas attiré beaucoup l'attention en Europe, notamment suite au prix Pulitzer que Parks a reçu en 2002, sachant que c'était la première femme afro-américaine à recevoir cette distinction. Alors certes, le metteur en scène Philippe Boulet a monté la pièce au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris en 2007, dans la traduction de Jean-Pierre Richard, mais à en croire les critiques de l'époque, la pièce n'a pas connu un succès fulgurant, malheureusement, et la traduction de Jean-Pierre Richard ne sera jamais publiée. Elle est disponible en version PDF sur le site de la MAV, la maison Antoine Vitesse. Et donc, j'ai moi-même intégralement décidé de retraduire la pièce parce que retranslation is a polemical act by nature. The process is initiated because there is an understanding that the existing translation is somehow faulty, too old, too outdated, too free, too domesticated, or too foreignized, and so on. The role of the first translator is that of an underdog. Alors, il est assez ironique que l'on retrouve ici le terme d'underdog, mais au-delà de cette anecdote, j'aimerais souligner que, voilà, dans ma recherche de traduction des composantes à la fois orales et musicales de la langue de Parks, ainsi que dans son usage spécifique et singulier de l'Ebonics, j'ai eu recours au verlan ainsi qu'à passablement d'anglicisme et d'argot. Et suite à ma retraduction intégrale de la pièce, j'ai procédé à une comparaison systématique entre la version de Jean-Pierre Richard et la mienne. Pour cela, j'ai décidé de m'appuyer sur la grille proposée par Lance Hewson dans son livre « An Approach to Translation Criticism, Emma and Madame Bovary in Translation ». Alors, en quelques mots, très rapidement, Hewson, en fait, envisage la traduction comme résultant d'un certain nombre de choix et d'options qui ont été rejetés au profit d'autres, mais surtout, il examine de près les effets de ces choix en termes de potentialité interprétative de l'œuvre. Alors, j'ai fait un petit tableau comparatif pour vous donner juste quelques exemples et je vais peut-être vous lire rapidement juste les deux derniers. Vous avez donc à gauche Suzan-Lori Parks, au milieu Jean-Pierre Richard et à droite ma propre proposition. Donc, je vous lis juste les exemples 2 et 3. Donc, l'exemple 2, je vous l'ai lu en anglais tout à l'heure et j'ai traduit « Alors, pimpe un peu ton jeu, mec, améliore tes moves, tu sais, t'as toujours été trop coincé, mais là, il faut clairement jazzer. » Et puis, le troisième exemple, j'étais là en train de chercher un truc la semaine passée et il y a genre 100 pornos sous ton pieu et ils sont collés ensemble comme une vieille coupe afro, bro, parce que t'as juté dessus et que t'as pas essuyé les pages. Voilà, donc évidemment, je vous ai fait une version très compacte avec juste 3 exemples, mais j'ai procédé de la sorte pour vraiment toute la pièce en fait. Et j'ai tiré 2 conclusions de mon étude comparative approfondie. La première, c'est que la traduction de Jean-Pierre Richard n'est pas toujours convaincante. Et la deuxième, c'est que la mienne non plus. Donc, j'ai décidé de m'associer à un comédien afin de proposer une nouvelle version de ma traduction. Et donc, nous avons travaillé principalement ce qu'on appelle dans le jargon, on a fait du travail à la table.
Mais ensuite, j'ai décidé de collaborer en fait avec les étudiants de l'atelier théâtre de l'Université de Genève afin de tester au plateau mes options de traduction. Donc, ça a été très, très eye-opening, comme on dirait. Parce que j'ai constaté que beaucoup des choix que j'avais faits ne passaient pas forcément la rampe au moment de les dire sur scène. En parallèle de cela, j'ai contacté des maisons d'édition et un metteur en scène susceptible d'être intéressé à publier ma traduction pour les premières et à mettre en scène, monter la pièce pour le second. Pour le moment, ça n'a rien donné. Il semblerait que les maisons d'édition ne voient absolument aucun intérêt à publier Susan Laurie Parks en français. La prochaine étape consistera pour moi à contacter la réalisatrice d'origine congolaise mais suisse, Rachel Mbon, qui a récemment réalisé le documentaire Je suis noire, qui a connu un grand succès. Et le but pour moi sera de lui proposer un regard collaboratif sur ma traduction dans sa version actuelle, notamment pour ce qui concerne tous les enjeux liés aux questions de racisation sur lesquels j'ai très envie et besoin d'avoir un autre regard. Donc, j'espère que tout cela amènera dans un avenir plus ou moins proche à une première représentation française de la pièce, peut-être sur sol helvétique, et surtout à la publication sous forme de livre de ma traduction si possible. Mais voilà, pour le moment, ça n'a pas l'air de susciter grand intérêt. En conclusion, il me paraît essentiel de souligner que je ne considère pas du tout ma traduction comme étant définitive, ni comme étant la bonne traduction. Je cherche avant tout à créer ou à recréer une langue suffisamment vivante et vibrante pour laisser de la place pour l'improvisation, comme dans le jazz, c'est-à-dire pour que tout le potentiel interprétatif de l'œuvre puisse se révéler, puisqu'en définitive, ce potentiel interprétatif, il ne sera entièrement livré qu'une fois sur scène, lorsque les mots projetés par le corps physique des comédiens sur le plateau atteindront les oreilles du public, qui collabore lui aussi par son écoute active et ses réactions au parachèvement de l'objet artistique en tant que tel. Et je citerai enfin le traducteur de théâtre Jean-Paul Manganaro qui estime que la traduction de théâtre ne peut que suggérer ou avancer non pas des solutions, mais des suggestions précises, sachant aussi qu'au bout de ce parcours, elle n'aura pas été l'interprète, mais un simple dispositif scénique utilisé à côté d'autres mécanismes par le véritable interprète qui est l'acteur. Voilà, j'en ai terminé sur ce. Merci beaucoup, Katinka, pour cette présentation tout à fait passionnante, dynamique et d'un timing absolument impeccable. C'est pourquoi nous vous remercions aussi. Donc, ce que j'ai pas dit au début, et peut-être aurais-je dû le faire, donc nous avons prévu finalement de faire la séance de questions et d'avoir une conversation à l'issue des deux présentations. Donc, si vous avez des questions pour Katinka, n'hésitez pas à les noter, les conserver ou à les mettre dans le chat, ce que nous avions fait la dernière fois et qui avait plutôt bien fonctionné, me semble-t-il. En attendant, je vais vous présenter Marie Perrier, que je ne vois plus à l'écran, mais qui, j'imagine, est toujours là. Oui, Je suis là. c'est bon, vous avez retrouvé. Qui va peut-être pouvoir partager son PowerPoint, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Sophie et Tiffany, je panique un petit peu. Non, c'est pas grave, c'est Marie qui va le faire normalement. Bon, si quelqu'un de compétent peut le faire, merveilleux, bravo. Donc, moi, je vais me contenter de présenter Marie. Donc, Marie Perrier, qui est une professeure agrégée d'anglais à l'Université de Lille, où elle enseigne la traduction littéraire et audiovisuelle. Traductrice littéraire et diplômée en études irlandaises et en traduction audiovisuelle. Elle est également l'auteure d'une thèse de doctorat dans laquelle elle a étudié la création et la transmission des mythes dans les littératures de l'imaginaire, en particulier chez Lovecraft et Lord Dunsany, ainsi que la réception des mondes fictionnels dans le champ littéraire français. Elle a également publié et communiqué sur ces sujets en France et à l'étranger. En 2024, paraîtra aux éditions Beau Dommage sa traduction du roman The Real Charlotte d'Edith Somerville et Martin Ross, jusque-là inédit en français. Et donc, Marie, nous vous remercions également pour de participer au séminaire et nous vous écoutons désormais. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre séminaire qui me donne aujourd'hui l'opportunité de parler donc de mon expérience récente et récemment achevée, si tant est qu'on puisse parler d'une expérience achevée en termes de traduction, donc à savoir la traduction du roman de Real Charlotte.
Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un petit journal de bord de cette traduction, donc de ce roman irlandais qui est initialement paru en 1894, qui a été écrit par deux cousines. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Martin Ross est en fait le nom de plume de Violet Martin. Voilà. Donc cette traduction qui m'a été confiée à l'été 2023 a été remise en octobre. Elle est actuellement en cours de relecture pour parution en 2024. Et donc c'est une très jeune maison d'édition qui me l'a confiée, puisque pour le moment ils n'ont publié qu'un seul ouvrage. Donc c'est une maison d'édition vraiment toute jeune qui s'est donné pour objectif de conférer à ce roman une nouvelle visibilité. Le projet d'édition qu'ils donnent sur leur site. Donc, cette maison publie la littérature française et étrangère et des bibliographiques d'aujourd'hui comme d'hier, donc très très large, avec un vœu double qui soit de proposer des œuvres troubles, irrégulières, parfois noires, pourvu que leur puissance et leur éclat s'imposent, en réconciliant des principes apparemment contradictoires comme le fond et la façon, la sensation et l'idée, le plaisir immédiat et celui de la relecture. Et il me semble que ce projet, en tout cas, je l'ai un petit peu fait mien dans la manière dont j'ai abordé la traduction du point précis dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'hybridité de la langue, puisque dans ce roman anglo-irlandais, la langue également que parlent les personnages en particulier est matinée d'influence anglo-irlandaise à plus ou moins forte. Donc pour un petit résumé, c'est un roman qui décrit une petite ville de campagne qui s'appelle Limoil, dans le comté de Galway, donc dans l'ouest de l'Irlande, et dans lequel l'intrigue dépeint les interactions entre diverses classes sociales en explorant les thèmes de l'amour, de la jalousie et de la manipulation dans le contexte de l'Irlande de la fin du 19e siècle. Et l'intrigue tourne autour de deux personnages féminins centraux qui vont être d'une part le personnage éponyme, Charlotte, donc Charlotte Mullen, qui est une célibataire de 40 ans, autoritaire, manipulatrice, dont toutes les interactions, que ce soit avec des classes plus populaires ou plus élevées, vont viser à servir ses intérêts propres. Et d'autre part, le personnage de Francie Fitzpatrick, qui est une jeune Dublinoise de 19 ans, à la beauté admirée de tous, qui est assez naïve et ingénue, mais qui en même temps ne manque pas d'assurance, notamment dans ses relations avec les hommes, puisque c'est une flirteuse invétérée. Donc, en traduisant ce roman, donc les défis spécifiques à la traduction, évidemment, il y a tout ce qui est la dimension historique, la recherche documentaire que cela implique, en particulier concernant le contexte, et les nombreux domaines de spécialité, que ce soit l'architecture, les véhicules hippomobiles et j'en passe. Mais ici, ce qui va m'intéresser et ce dont je vais vous parler, c'est surtout de la sensibilité exacerbée pour la langue parlée qui se manifeste dans ce roman. Et donc, vous voyez ici un extrait des mémoires d'Ellie Somerville qui raconte que la pulsion d'écrire d'elle-même et de sa cousine est notamment née de la voix irlandaise elle-même, c'est-à-dire d'une visite chez une vieille dame dont elle a entendu The pretty voice made interesting by the old-fashioned Irish touch in it. Provincial in that it told of life in a province, yet entirely compatible with gentle breeding. Donc il me semble que ça dit déjà quelque chose de cette sensibilité et de ce refus de polariser également l'Irlande dans l'anglais ou l'anglais dans l'Irlande. Donc il y avait une sensibilité exacerbée pour cette langue-là. On sait que Violet comme Edith on construisait des dictionnaires, transcrivait la manière de prononcer la langue dans la famille, dans ce qu'elles entendaient autour d'elles. Donc, elles avaient véritablement une sensibilité à ce niveau-là. En cela, elles ont été comparées à James Joyce, qu'elle précède évidemment, mais également à Oscar Wilde dans l'usage de l'humour qu'elles peuvent faire de la langue. On a d'ailleurs dans le roman une Lady Dysart qui n'est pas sans rappeler, de par sa verve, une certaine Lady Bracknell. Et puis, dans leur intérêt pour la langue et pour le gaélique, que d'ailleurs les deux autrices ont essayé d'apprendre, elles annoncent aussi l'Irish Literary Revival, la renaissance littéraire irlandaise, dans laquelle on avait notamment John Synge ou Lady Gregory qui s'étaient fait un devoir de reconstruire une langue littéraire qui soit hybride
et qui serait la langue de la littérature nationale irlandaise de par son hybridité. Donc Morley King, qui a écrit l'introduction au roman que j'ai traduit en 1988, en fait d'ailleurs une caractéristique de ce roman. On indique que the variations of speech in every class and voice are actually audible. The different rhythms faultlessly captured. Characters think as well as speak in their own voices. The beautiful language then spoken by the peasant and servant classes must have been familiar poetry to them both. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une hybridité générique, mais qui va se décliner différemment selon les personnages qui vont l'utiliser, selon leur classe sociale, selon leur position sociale et selon la manière dont celle-ci peut évoluer et être flexible également. Ce que cherchent avant tout ces autrices, c'est un effet de réalisme, puisqu'elles cherchent à s'imprégner de ce qu'elles entendent pour le reproduire. Donc, plus qu'un outil littéraire, ce serait un effet de réalisme. Alors, dans le roman, donc évidemment, on va avoir une polarité au sens où on va avoir des extrêmes dans la manière dont l'anglais standard va venir s'opposer à un anglais dialectal. Donc, on va avoir une première classe de personnages qui serait l'establishment, les personnages aristocrates, Lady Darcy notamment, mais toute sa famille. Alors, pourquoi ce point d'interrogation? Un anglais standard, c'est une question, parce qu'en fait, cet anglais est quasiment standard dans son intégralité, mais on trouve malgré tout des touches qui disent l'anglo-irlandité de ces personnages. Par exemple, le mari de Lady Darcy, Sir Benjamin, jure énormément, ce qui est considéré, notamment par les Anglais à l'époque, comme un trait typiquement irlandais. Et dans ses expressions familières, il utilise également des expressions qui sont typiquement irlandaises. À l'inverse, on va avoir des personnages issus des classes paysannes, les mendiants et les domestiques, qui vont avoir la langue la plus marquée, que ce soit en termes de syntaxe, de lexique, de prononciation, mais également d'usage de métaphores colorées et en général délivrées avec une verve tout à fait caractéristique. Et puis entre ces deux pôles, on va avoir tout un continuum dans lequel il serait difficile de classer de manière stricte. Donc des zones intermédiaires dans lesquelles vont s'intégrer les personnages issus de la middle class, mais y compris des personnages citadins, Francie Fitzpatrick dont je parlais, qui est dublinoise, donc qui n'est pas issue d'une classe sociale élevée, mais qui est dublinoise, ou bien des personnages dont le statut social va évoluer, ce qui va être reflété par leur idiolecte et la manière dont ils s'expriment, qui peut également varier en fonction de beaucoup de choses, de la personne à qui ils sont en train de parler, du contexte dans lequel ils sont en train de s'exprimer, ou voire même de leur état émotionnel. Donc, je vais commencer par un premier exemple où on voit vraiment l'extrême, la langue extrêmement marquée, la plus extrêmement marquée, ce qui a été appelé la patoiserie paysanne quand on cherche à traduire. Et donc ça, c'est un extrait de dialogue. Donc c'est la domestique de Charlotte qui parle à Fancy, qui a eu un accident, qui est malade, et donc elle dit, Miss Charlotte, Whitney gave ye a bait egg with a half glass of whiskey in it whenever you come downstairs. How about your drink every drop of it now? An empty sack won't stand, and you're swiping mushroom this minute. God knows it's in your bed you should be, and not stuck out in a chair in the middle of the floor reading the paper. Donc rien que sur ces quelques lignes, on peut remarquer un certain nombre de choses. Donc déjà des marqueurs graphiques qui vont venir suggérer la prononciation. Les you qui deviennent ye, les consonnes initiales remplacées par des fricatives avec ce H supplémentaire, drink, drop, et des glissements vocaliques, le floor qui devient floor et mushroom qui devient mushroom. On a également des marqueurs syntaxiques et grammaticaux, donc ce participe passé standard beaten qui est retranscrit par la prononciation désuète du XVIIIe siècle bait. Et puis la structure clivée qui sert à marquer l'emphase, it in your bed it should be. Et puis enfin, on a un marqueur lexical. Alors ici, pas de mot gaélique introduit directement dans le texte, ce qu'on aura ailleurs, mais une expression idiomatique qui est traduite littéralement, an empty sack won't stand, qui est une expression en gaélique et donc qui a été traduite simplement littéralement, sans que rien ne le signale dans le texte, autre que le fait qu'on soit en présence d'un personnage qui s'exprime avec
un discours dialectal très marqué. Donc, confronté à ce genre d'exemple, et puis ce genre d'exemple, là, ça n'en est qu'un, mais c'est vraiment, ça participe d'une stratégie d'écriture d'ensemble, puisque tout le roman est écrit à l'avenant. Bon, évidemment, en termes de posture de traduction, il faut commencer par se poser quelques questions sur la manière d'aborder ce genre de choses, et donc les procédés qui sont envisageables pour le rendre. Donc, évidemment, il s'agit d'une langue, malgré tous les effets de réalisme qu'on cherche, d'une langue artificielle. Donc, les effets là que j'ai listés servent justement de signaux pour les lecteurs, pour montrer l'écart entre la langue standard et la langue dialectale. Et donc, on a un certain nombre de procédés de recréation de ce dialectal qu'on peut envisager. Alors, on peut envisager l'emprunt ou le calque, l'emprunt qui sera plutôt lexical, le calque qui pourrait être soit lexical, soit syntaxique, qui mettra en évidence l'écart, mais dont on peut craindre qu'il produise un manque d'authenticité pour le lecteur. À l'inverse, on peut avoir recours à des tournures considérées comme authentiques du parler populaire. Typiquement, les plus courants seraient sans doute l'effacement de la négation, taka pour tunaka ou ce genre de choses. Les reprises des sujets par des pronoms, lui, il sait bien, ou ce genre de choses, donc qui seraient des tournures considérées comme authentiques, qu'on trouve dans des textes écrits directement en français qui ont recours au dialectal. On peut envisager la transposition dans un sociolecte correspondant, et ça c'est un exemple que j'ai trouvé, notamment l'exemple du théâtre de Synge tel qu'il a été traduit par Françoise Morvan, qui donc elle a choisi de traduire l'anglo-irlandais par du franco-breton. Donc, alors, en l'occurrence, je ne maîtrise pas assez le franco-breton, je n'aurais pas pu avoir recours à ce genre de procédé, mais c'est un procédé que je trouve intéressant à mentionner, surtout pour la réception qu'elle a eue en France. Elle s'est notamment heurtée à des critiques assez sévères d'universitaires qui estimaient que le dialecte n'était pas transposable, et que ça n'était pas souhaitable, et que ça produisait quelque chose qui, certes, avait du corps, mais à l'écoute se déchiffrait terriblement difficilement, donc qui devenait obscur, et donc cette proposition de traduction était jugée comme défaillante. En fait, ce compromis à trouver entre quelque chose qui sera à la fois assez visible, assez marqué, et en même temps qui ne rebutera pas le lecteur, qui ne posera pas de problème de lisibilité, se pose à tout instant quand on est confronté à ce genre d'exemple, puisqu'on a peur d'en faire trop peut-être, et donc de décourager le lecteur, surtout quand on est confronté à une quantité assez conséquente. Donc, c'est ce que dit par exemple Schneider en 2013, qui indique que voilà, quand on cherche à introduire dans un texte des éléments dialectiques, ça peut brouiller un des postulats majeurs de la langue, à savoir la communication, et qu'il faut donc contourner ce problème. Cet état de choses appelle le commentaire. Donc, c'est-à-dire, quelque part, sortir de l'immédiateté de l'action, du dialogue, de la vie, de ces discours-là, pour commenter et donc pour donner des explications. Donc, une fois que j'avais passé en revue un petit peu toutes ces pistes de réflexion, s'y sont ajoutées certaines consignes de traduction qui m'avaient été données par l'éditeur, donc il fallait que je tienne compte, que je vous ai reproduites ici. Et donc notamment celles qui vont m'intéresser en l'occurrence, c'était la première et la dernière, à savoir l'ajout de notes de bas de page est tout à fait possible tant que leur nombre et leur volume restent raisonnables. Et donc dans tout à fait possible, moi j'ai lu souhaitable, puisque ça me disait quelque chose du type de lecteur que visait aussi cette maison d'édition, c'est-à-dire un lectorat qui serait prêt à descendre dans des notes de bas de page et qui serait intéressé pour avoir des informations supplémentaires. Et puis, pour ce qui est du langage populaire et de l'anglais non standard, alors la seule consigne qu'on me donnait, c'était les contractions et les divisions sont possibles. Donc, j'avais le droit de ne pas tout lisser pour tout rendre en français bien standard. Donc, je me suis saisie de cette opportunité, évidemment, et donc j'ai justement... donc, voilà ce que donnait l'exemple que je vous donnais en introduction. Donc, eu recours
à un certain nombre de procédés. Donc, en l'occurrence, des contractions et élisions donc, qui étaient, on m'a dit, possibles, que vous voyez en vert. La reprise du sujet par un pronom Miss Charlotte, elle m'a dit, donc pour les structures qui sont considérées comme naturelles et assez authentiques dans un parler populaire. Mais j'y ai également intégré donc, la traduction littérale de l'expression en gaélique, de l'écriture idiomatique, avec l'ajout d'une note en bas de page, hein, ça évite, ça tient pas debout. Donc qui permettait justement d'ailleurs de redonner cette expression qui n'était pas en anglais, on l'avait pas en gaélique, donc que j'ai retrouvé et que j'ai rajouté pour que l'explication donne une plus-value. Et puis en bleu, on m'avait dit que j'avais le droit à des contractions, on ne m'avait pas dit que j'avais le droit de tordre la grammaire ou de tordre la syntaxe ou la conjugaison du français, et je me suis autorisée à le faire. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de retour de mon éditrice, donc je ne pourrais pas vous dire si ça va rester comme ça. Mais en tout cas, ça me semblait important de ne pas lisser à ce niveau-là, tout en faisant en sorte que on va dire, ces erreurs ne soient pas considérées comme des erreurs, mais simplement comme des marqueurs d'oralité de personnages qui maîtrisent une langue orale et ne sont pas contraints par les normes de l'écrit. Donc le boivé, qui est la confusion, une confusion, on va dire, classique avec le buvet, et chaque fois que vous serez à descendre, alors être plus infinitif, qui est une structure qui aujourd'hui est tombée en désuétude, qui est carrément considérée comme fautive, mais qu'on trouve encore un petit peu plus en français québécois. Qui m'a beaucoup servi, alors notamment à rendre la structure gaélique hyper classique, to be after doing something, donc être en train de faire quelque chose, et je m'en suis servi à peu près comme d'un équivalent quasiment systématique, pour que justement on commence à trouver un rythme à cette langue écrite, enfin, à ce parler écrit plutôt. Alors, je vous ai dit que donc ici, on avait une expression idiomatique en gaélique. Il y a également énormément de marques d'hétérolinguisme dans le texte qui sont l'insertion de mots étrangers, et donc de mots du gaélique notamment. Là, vous en avez quelques exemples. Alors, il n'y a pas que du gaélique, hein, il y a aussi d'autres langues, notamment du français et du latin, beaucoup de français d'ailleurs, mais qui marquent évidemment le discours dans un autre sens, à savoir plutôt vers un discours soutenu. Et donc là, que ce soit le français ou le gaélique, j'ai mis en place une stratégie qui va être assez similaire et qui vise à justement faire apparaître de manière très visible ces marques d'hétérolinguisme. Parce que dans le texte en anglais, tout n'était pas forcément en italique. La plupart du temps, d'ailleurs, ça n'apparaissait même pas, enfin, ça ne sautait même pas aux yeux, il n'y avait aucun marqueur typographique particulier. Donc pour ce qui est du français, les termes en français dans le texte original ont été mis en italique au moyen d'une seule note à la première occurrence, indiquant que tous les autres mots français en italique l'étaient dans le texte d'origine. Pour les mots en gaélique, qui également étaient pas systématiquement en italique en anglais, j'ai normalisé pour les rendre plus visibles, encore une fois pour éviter de lisser et pour rendre l'aspérité du texte qui finalement serait là, y compris pour un lecteur anglophone. Et donc les italiques ont été systématisés. Alors je donne quelques exemples. Donc ici on avait, et systématiquement, à la première occurrence, une note en bas de page qui indiquait l'étymologie, le sens et éventuellement l'orthographe gaélique d'origine, puisque selon les cas, dans le texte en anglais, on avait les mots en gaélique, mais avec une orthographe anglicisée. Donc qui était déjà à mi-chemin, on va dire, de l'intégration dans l'anglais parlé par ce personnage. Donc là, vous avez l'exemple de Prati, qui était la pomme de terre, ou de Young Bonoff, qui était un porcelet. Vous avez d'autres exemples dans lesquels j'ai pas forcément certains exemples où il n'y a pas eu de notes en bas de page quand ils étaient évidents, notamment pour ce qui était les interjections, dans lesquelles le contexte suffisait à ce que le lecteur puisse comprendre qu'il s'agissait simplement d'une interjection. Pardon. Donc, c'est l'exemple du moucha que vous avez ici, donc dans sa première occurrence. Et à l'inverse, juste en dessous, on a
exceptionnellement l'usage des italiques qui sont mis pour signaler qu'il s'agit d'une expression toute faite, d'une expression figée en gaélique, donc le catfalter, pour lequel en français j'ai rétabli les signes diacritiques pour rétablir l'orthographe d'origine. Voilà, donc pour remettre, donc pour reséparer, pour reséparer les différentes couches, un petit peu comme on reséparerait l'huile et le vinaigre dans une mayonnaise, pour faire apparaître en fait les ingrédients de manière plus visible. Voilà. Et le dernier exemple que je vous donnerai à ce niveau-là, donc pour ce qui est des mots gaéliques, c'en est également un autre dans lequel il y avait des modifications orthographiques qui avaient été apportées en anglais par rapport à la prononciation, parce qu'encore une fois, ce mot, Mather, a été complètement intégré par les personnages dans la manière de parler. Dans la mesure où de toute façon ma stratégie était de le faire apparaître avec les italiques, il m'a semblé plus approprié de rétablir encore une fois l'orthographe gaélique et donc avec les accents diacritiques qui permettent de faire d'ailleurs apparaître l'étrangérité et donc les caractéristiques du gaélique plutôt que le lecteur ne pense qu'il s'agissait en fait d'un mot en anglais. Alors, cet autre exemple, donc l'exemple suivant sur lequel je vais passer, donc pour le moment, je vous avais montré le personnage de Nori, donc qui était le premier exemple que je vous ai donné, donc qui est extrêmement marqué dans la manière qu'elle a de s'exprimer, et pour lequel je vous ai expliqué mes stratégies. Alors, il y avait d'autres choses à mettre en place, notamment quand ce ne sont pas des personnages qui sont représentatifs des deux pôles extrêmes des variantes dialectales qui interagissent, mais des personnages qui sont plus proches du même pôle, mais on constate quand même des variations. Donc là, vous avez donc le personnage de Maury, toujours le même, qui échange avec celui de Julia Duffy, donc elle a un statut social déchu, donc qui faisait partie d'une bonne famille du comté, et puis cette famille est tombée en déchéance. Elle vit toujours dans la maison familiale, mais qui tombe en ruine. Et ça se ressent également dans la manière dont elle s'exprime, puisque cette déchéance, on le ressent encore, elle a un anglais plus standard, mais notamment dans la prononciation, on voit des accès d'anglo-irlandais et d'hybridité. Donc là, je vous les ai indiqués en vert. Donc les accès d'hybridité qu'on peut repérer dans son discours, alors que bon, le discours de Norrie est encore une fois extrêmement marqué, donc là, il n'y a aucun doute possible. Donc dans ce cas-là, alors évidemment, ça demandait un petit peu de nuance pour réussir à faire ressentir l'écart entre ces deux personnages, entre les manières de s'exprimer de ces deux personnages. Et donc voici ce que j'ai proposé. Donc j'ai déjà proposé un cadre où les deux personnages vont se tutoyer, qui est un élément qui m'a permis justement de poser les bases d'une relation amicale ou familière dans la manière de s'exprimer de manière interpersonnelle. Pardon. Pour ce qui est du personnage de Nori, il s'agit de multiplier en fait les marqueurs dialectaux et notamment syntaxiques, donc les élisions et contractions, et de marquer encore davantage les conjugaisons. Vous pourrez voir, je m'en vais te servir une goutte de lait, à moins que tu aies le temps d'attendre que je fais chauffer la bouilloire, notamment dans cet usage, donc, là où on attendrait le subjonctif, en fait, les subjonctifs ont été effacés. Et ça également, qui est un usage de parler populaire donc, à tester en français et qui permet de vraiment marquer fortement sa manière de s'exprimer. Là où le personnage de Julia va donc savoir utiliser une variété plus grande dans les temps verbaux employés de manière plus appropriée, notamment le conditionnel. Mais j'ai réintégré malgré tout des marques d'oralité dans l'omission du sujet impersonnel, dont il fait rudement lourd aujourd'hui, et puis l'omission de la négation ajoutée à l'adverbe marqué, désuet, point, ça te ferait point de mal de boire moins de thé. Donc un marqueur rustique d'élocution. Et donc cet exemple-là, j'aimerais le mettre en regard
d'une autre scène, on va avoir le même personnage de Julia Dorothy, mais qui cette fois-ci va interagir avec un personnage qui n'est plus de classe populaire et qui donc va avoir recours à de l'hypercorrection dans la manière dont elle va s'exprimer. Ce que nous dit d'ailleurs le narrateur, hein, It was with a manner of the utmost patronage that she greeted Mr. Lambert. Donc Mr. Lambert qui est l'agent de Lord Dysart, donc c'est lui qui est chargé de récolter les loyers, et Julia étant locataire, elle se place au-dessus de lui alors qu'il a l'autorité pour la chasser de chez elle. Et donc dans cet échange, on voit bien la différence, donc la manière dont elle cherche à s'hyper corriger. I would ask you and like lady to dismount. On n'a plus de marqueurs syntaxiques d'hybridité, c'est essentiellement au niveau de la prononciation avec lady, father, grandfather qu'on va trouver ces marques d'hybridité. Et puis surtout cette hypercorrection, on va la trouver dans l'usage, alors dans l'usage d'un mot français, dans un usage incorrect ou ironique, puisqu'en fait elle les reçoit dans une tenue tout à fait dépenaillée. Et donc, I am, as you will see, quite in dishabille, as they say. Donc, ce mot en déshabillé qui est ici utilisé. Donc, dans un sens ironique, en tout cas, c'est le sens que j'ai choisi de retenir dans la manière de le traduire. Et donc, pour ce passage en particulier, comme vous pouvez le constater, je suis en dishabillé, comme on dit en France. Alors évidemment, il fallait que je contourne, puisqu'on se retrouve avec un mot en français dans la bouche d'un personnage dont les répliques sont écrites en français. Et donc, comme on dit en France, me permet de rattraper cette diglossie, et donc cette introduction de la langue française, tout en rajoutant une erreur de prononciation sur le dishabillé qui permet de récupérer l'usage incorrect. Alors, je vais peut-être passer un petit peu rapidement sur l'exemple suivant, qui est là par rapport au personnage de Charlotte, donc qui est le personnage éponyme, mais qui, elle, est le personnage qui fait preuve de plus de facultés de thought switching, c'est-à-dire qui va le plus faire varier son registre de langue en fonction des circonstances, des contextes d'élocution. Et donc, il y a un passage où c'est très évident, un passage où elle se retrouve en altercation avec une poissonnière du marché et donc à adapter son discours à cette poissonnière dont elle est en train qu'elle est en train d'accuser d'avoir du poisson pas frais. Et puis, elle se rend compte juste après que le fils de bonne famille, donc le fils de la famille Dysart, a été juste derrière elle et a été témoin de la scène. Et donc, son registre de langue change du tout au tout. Donc, dans le premier paragraphe, on a ces ye to buy rotten fish from a drunken fish fag. Donc, au niveau du registre de langue, on est sur du familier. On a beaucoup plus de contractions. Et it's pretty well used to. Également un usage des adverbes plus oral. Et immédiatement après, on a ce changement, ce revirement du tout au tout. How are you again, Mr. Dysart? You just came in time to get a specimen of the rest and rust at dummy. Donc évidemment, là, cette question n'est plus sur du français, mais carrément sur du latin pour remonter immédiatement le registre de langue et puis pour créer une complicité avec ce personnage voilà, dont la classe sociale fait qu'il va comprendre de quoi elle parle. On a également d'un seul coup beaucoup plus de mots d'origine latine, specimen, advantages, poverty, charity, impudence, penetrate, donc qui sont aussi également des marqueurs, mais même si ce ne sont pas des mots étrangers en tant que tels, mais des mots d'origine étrangère et qui relèvent le registre de langue. Donc là, je passe un petit peu. Donc effectivement, là, il a été plutôt... il a plutôt s'agi de faire varier, de jouer sur le registre de langue en français plutôt que sur des marqueurs syntaxiques, parce qu'il ne s'agissait pas non plus d'un personnage comme Norrie ou Julia qu'on a vu,
On sait que Charlotte maîtrise la langue, maîtrise les codes du langage, et même si elle serait capable de s'adapter en utilisant des marqueurs incorrects, il m'a semblé à l'usage qu'on avait simplement l'impression que d'un seul coup le personnage changeait du tout au tout et n'était plus crédible dans sa cohérence. Alors, je vais passer sur cet exemple et passer à mon dernier, qui m'a semblé intéressant parce que celui-là, c'est le seul et unique exemple dans tout le roman où justement ce personnage de Charlotte sa capacité à manier la langue va être prise en défaut. Elle est chez son tailleur, chez qui elle a commandé un nouveau manteau. Et donc, évidemment, elle engage la conversation pour comme elle le fait à chaque fois, savoir si les rumeurs sont vraies et qu'est-ce qu'elle pourrait utiliser. Donc, elle pose des questions sur un apprenti qu'avait le tailleur et qu'il aurait perdu. Donc, elle demande des nouvelles. L'apprenti qui a quitté le tailleur. Et donc, elle lui demande pourquoi il est parti. Was it the trade he didn't like, or was it the scalpings he got from Ginny? Ginny est le tailleur. La réponse, first it was not, but 2 plates in a set of breeches was what it wanted, and the devil meant him. 2 plates, exclaimed Charlotte, in not a natural bewilderment. What in fortune was he doing with them? Donc en fait, elle ne comprend absolument pas qu'est-ce que c'est que cette sorte de 2 plates, des plaques que l'apprenti aurait voulu dans le fond de sa culotte. Et il y a besoin d'une explication à rallonge de la part de la femme du tailleur pour qu'elle finisse par comprendre. À la fin, ce qui me permet de comprendre, c'est this lad, the biggest dandy of them all, that wouldn't be content without Dinny cut the breadth of 2 fingers out of the lovely trousers, that was a little son bulky on him, and was gathered into 8 plates. Donc c'est à ce moment-là uniquement que le lecteur, comme Charlotte, anglophone, va pouvoir comprendre qu'il s'agit en fait d'un jeu sur les glissements de prononciation qui font que plates, P-L-A-T-E-S, veut en fait dire plate, P-L-A-I-T-S, donc des homophones qui sont source de la confusion du personnage et qui ne deviennent clairs qu'en suivant le discours de la femme du tailleur jusqu'au bout, notamment en décryptant que si Nate veut dire neat, plates veut dire pleats, qui appartient au vocabulaire, donc qui veut dire un pli, qui appartient au vocabulaire quotidien du tailleur, qui ne va pas penser à 2 fois et qui va même pas imaginer qu'il puisse y avoir une confusion possible. Et donc là, je rappelle que dans les consignes que j'avais de la part de mon éditeur, il s'agissait au niveau des jeux de mots de procéder par équivalence et donc de trouver quelque chose qui permette de rendre cette confusion crédible dans la scène. Et alors là, j'ai saisi l'opportunité de passer plutôt, donc de ne pas utiliser la prononciation, mais de passer plutôt par le biais du jargon technique et donc du technolecte du tailleur, à savoir en parlant de pinces. Donc ni l'un ni l'autre, le problème c'était plutôt les 2 pinces qui coulaient dans le fond de sa culotte. Qu'il aille au diable. Des pinces, au nom du ciel, que comptait-il en faire? Et puis ensuite, l'explication vient avec un petit remaniement de l'explication. Il n'était pas content quand Ginny n'aurait pas coupé 2 doigts de tissu dans un bon pantalon qui flottait un tout petit peu sur lui et qu'il lui aurait pas ajusté au moyen de jolis plis en pinçant le tissu. Donc je récupère mon pleats avec les plis et puis pince qui, là, par l'usage du verbe, permet d'expliciter le sens et l'incompréhension. Donc ça me semblait important aussi pour cet exemple où c'est vraiment le seul endroit de tout le roman où justement Charlotte est prise en défaut, de montrer que justement il ne s'agit pas d'une maîtrise de la langue et des niveaux de langue, mais vraiment d'une expertise d'un personnage qui par ailleurs s'exprime de manière extrêmement dialectale, mais qui malgré tout fait preuve d'une expertise, et ça me permettait de le récupérer ici en utilisant ce jargon-là. Voilà, donc en guise de conclusion, c'était simplement quelques exemples qui, me semblent, illustrent la richesse de la langue de ce roman, qui est profondément ancrée dans la réalité du contexte historique anglo-irlandais de la fin du XIXe siècle. Il m'a semblé que privilégier uniquement la fonction de la langue dialectale avec des moyens purement identiques était inatteignable et que il était bon d'opter pour une visée qui rende davantage visible la juxtaposition des langues et des niveaux de langue. Donc, au prix sans doute d'une lecture peut-être moins fluide, c'est-à-dire la langue semble à moins d'unicité que celle qui a été conçue par les 2 autrices,
d'un autre côté, c'est ce qui permet justement de rendre visible la richesse de ce qu'elles ont construit. Et c'est la stratégie que j'ai voulu mettre en œuvre ici et dont j'ai voulu vous donner un aperçu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie. C'était tout à fait passionnant et très bien illustré. On est vraiment allé dans l'atelier et c'est toujours très intéressant de pouvoir faire ça. Y a-t-il des questions de la part des internautes connectés ou après ces deux présentations, donc pour Marie ou pour Katinka ou des questions pour, pour les deux? Alors oui, une première question. Donc sur la contraction qui risque de créer une confusion entre les appartenances régionales et classes sociales, voire donner l'air un peu idiot au personnage, donc la contraction qui serait utilisée comme élément de caractérisation défavorable. Est-ce que c'était une inquiétude que vous avez pu avoir? Oui. Marie. Oui, parce que forcément on y pense, que ce soit la contraction ou d'ailleurs le fait même d'oser aller plus loin et de proposer carrément ces erreurs aussi, c'est considéré comme un usage fautif du français en fait. Mais il m'a semblé que, étant donné que là évidemment je vous ai montré des exemples très marqués et vraiment cet usage dialectal, alors on le trouve notamment ces contractions chez des personnages où on voit quelle est leur classe sociale et tout au long du roman. Et dans la mesure où c'est partagé par l'ensemble des personnages de cette classe sociale, il m'a semblé que ce ne serait pas vu comme appartenant à leur manque d'éducation ou à leur, en créant une dissonance, mais qu'au contraire, ça allait commencer à force, parce que justement, j'ai un roman complet sur lequel travailler, à créer une unité et peut-être un groupe, une communauté, donc quelque chose qui rassemble plutôt que qui stigmatise. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me suis permis de beaucoup utiliser l'espace des notes de bas de page, même si ça a plein d'inconvénients par ailleurs, mais pour expliquer d'où ça vient, pour montrer que justement, il ne s'agit pas uniquement de Slips of the Tongue. Voilà. Est-ce que Katika vous a posé la question en ces termes aussi, sachant que vous avez un format très différent qui est celui du théâtre, avec beaucoup moins de personnages, bien sûr, pas la même, forcément la même place pour développer ça? Est-ce que et avec peut-être aussi en regard la mise en voix dont vous parliez à la fin de votre présentation? Oui, alors effectivement, la grande spécificité, évidemment, comme vous l'avez mentionné à l'instant, dans mon cas, c'est le fait qu'il s'agit effectivement d'une pièce de théâtre. Donc, voilà, les mots, les phrases, les dialogues, tout est fait pour être dit. Et c'est clair que ça, j'ai pu vraiment le tester justement dans le cadre de l'atelier théâtre. C'est clair que les mots à l'oral sont, et encore plus quand il s'agit justement d'argot, etc., il y a une tendance très, très nette en fait à raccourcir les mots, à faire des sortes de réductions, etc. Mais qui, dans le cas de Top Dog Underdog, qui en fait passe très bien parce que ça colle justement très bien au registre de langues, etc. Néanmoins, peut-être ce que je pourrais simplement préciser, ce qui est quand même un vrai challenge, c'est que Parks elle-même, dans la pièce, elle est finalement très nuancée dans le sens où c'est pas tout le temps de l'Ibonix, c'est pas tout le temps des mots écourtés ou des formes, on va dire, tronquées. Il y a justement une grande richesse à l'intérieur même des dialogues. Et donc, ça aussi, ça a été un vrai défi, c'est de trouver, essayer de rendre aussi cette complexité-là. C'est-à-dire que parfois, oui, les répliques, elles fusent, puis c'est vraiment tchac, 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 mais parfois pas. Parfois, tout à coup, on a une tirade d'un paragraphe, c'est un monologue, tout à coup, une sorte de monologue à l'intérieur d'une scène, et on a un registre de langue tout à fait différent, tout à coup. Donc ça, j'ai cherché aussi à rendre ces subtilités, ces nuances-là.
Alors, je me permets de rebondir. Je me demandais si vous aviez assisté à une représentation de la pièce en anglais. Je n'étais pas sûr, en fait, en vous écoutant, au vu de vos exemples. Et donc, est-ce que ça vous a influencé d'une façon ou d'une autre, si ça a été le cas? Alors, malheureusement, non. J'ai hésité à prendre un vol pour New York en début d'année pour voir la reprise justement à Broadway. Finalement, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Mais j'ai quand même pu avoir accès à pas mal d'extraits vidéo. En fait, sur le net, on trouve énormément d'extraits, tant de la reprise, à vrai dire. On trouve davantage d'extraits vidéo de la mise en scène de George C. Wolfe, la première mise en scène en 2001-2002. On trouve vraiment pas mal d'extraits vidéo. Donc, j'ai pu avoir accès à voilà, comment c'était dit, comment ça a été pensé, en tout cas à ce moment-là. Mais, et donc, pour répondre à votre question, oui, ça m'a énormément guidée dans mes choix parce que c'est sûr que de voir comment ça a été performé vraiment scéniquement de manière très concrète et réelle, ben voilà, ça me donnait des indications très précises en termes de justement de rythme, par exemple, de marqueurs d'oralité, etc. En revanche, j'ai pas du tout eu accès à des extraits vidéo, des captations de la mise en scène de la version française, donc de 2007 de Philippe Boulet. J'ai cherché, mais il y a malheureusement rien qui est accessible. Bien, merci. Alors peut-être pour rebondir sur la question de Julie dans le chat, sur la question des contractions, donc il s'adressera peut-être plutôt à Marie à ce stade, enfin en tout cas principalement à Marie à ce stade. Et moi j'avais aussi une question de typographie, alors c'est peut-être un peu secondaire, mais au sujet de l'exemple du déshabillé, je vois que vous l'avez mis entre guillemets. Et je me suis un peu demandé pourquoi, enfin comment est-ce que vous avez tranché de façon plus générale entre justement le guillemet, les italiques dont vous parliez, la question de remettre les accents sur sur les mots en gaélique, et à quel point vous avez voulu jouer sur ces questions de normes typographiques pour les effets d'étrangeté ou de justement de entre caractérisation, relation des personnages et ce que le lecteur peut percevoir comme étant euh, étranger ou perçu comme peu compréhensible ou moins compréhensible dans un contexte, dans le contexte du récit. Oui, alors juste pour répondre à la question de Julie, alors moi j'ai collé à l'apostrophe hein, quand il s'agit de la contraction, mais simplement parce que je pense que c'est la convention en français, quand il y a une contraction, on colle directement, on ne rajoute pas d'espace, ce qui me semblerait curieux. Et Non, mais je parle du mot, je parlais du mot qui suit en fait. Évidemment que je vais dire J apostrophe collé, mais un espace entre J apostrophe et le mot Oui, qui c'est suit. ça. Oui, C'est c'est ça? ça. Ah Mais d'accord, ça, ça te semblerait ça, bizarre? je l'ai jamais vu. Mais ça, je l'ai jamais vu, une espace Je l'ai pas derrière forcément vu, mais l'apostrophe. mais dans la deuxième traduction de To Kill a Mockingbird, ça rend le texte, comme il y en a beaucoup de contractions, hyper dur à lire. Alors toi, justement, c'était équilibré, mais je me suis demandé, comme je voyais Ouais. ça chez la deuxième traductrice, c'est toi, si c'était une demande. Mais voilà, quand c'est je ne veux pas de, enfin je sais pas, je ne veux pas, et puis deux, et que c'est tout ensemble, on se retrouve avec des agglomérations de lettres hyper dures à lire. Mais Ouais, voilà, ça, quand je c'est suis comme d'accord. ça, léger, je pense que ça, c'est tout à fait bon. Mais Merci. oui, là, je crois que c'est une question d'équilibre. Et après, pour les guillemets, alors en l'occurrence, c'est vrai que j'en ai peu utilisé. Là, l'histoire du déshabillé, c'est le cas. Et c'est parce que juste derrière, il y a comme on dit en France, en fait. C'est-à-dire que là, elle est en train de citer. Il y a un autre exemple où le personnage de Charlotte dit bon sang ne saurait mentir, mais évidemment avec des fantaisies orthographiques pour montrer qu'elle ne le prononce pas comme il faudrait. Et donc là, je l'ai indiqué entre guillemets avec les mêmes changements orthographiques qui étaient en fait en anglais, avec bong, sang, ne sang, voilà, avec des G partout. Puisque de toute façon, la narration en plus va expliquer juste derrière qu'elle était très fière de son très bon accent français, et donc il y a une ironie ici qui est en plus assez savoureuse. Donc les guillemets, c'était vraiment quand c'était des citations délibérées, et c'est pour ça qu'il y a ces deux exemples-là. Mais sinon c'est vraiment les italiques qui m'ont semblé pouvoir faire apparaître de la manière la plus immédiate et sans forcément parasiter trop le texte. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est encore pas tout à fait décidé. Au départ, je vous ai dit que pour le français, les mots en français dans le texte, j'avais indiqué en italique avec une note au départ. Au départ, je m'étais dit italique plus astérisque pour vraiment montrer que c'est ce cas particulier. Et en fait, en relisant l'ensemble, je me suis dit non, ça surcharge.
vraiment là, ça fait trop. Et puis un astérisque, on va chercher s'il n'y a pas un appel de notes. Enfin, donc voilà, donc ça, j'ai proposé de le supprimer. C'est une proposition qui avait été acceptée à la base, mais à l'usage, ça m'a semblé trop. Donc c'est vraiment insister sur le côté visuel parce que ça me semblait important de le faire apparaître, cette juxtaposition des langues. Et en même temps, il faut ménager le lecteur à un moment ou à un autre aussi, je pense. C'est important. Oui, je vous remercie. J'avais une autre question pour Katinka. Vous parliez à un moment dans votre présentation d'intimité imitée. Alors, je trouve ça d'une élégance folle. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce concept qui m'intrigue beaucoup? Oui, volontiers. Déjà, il y a une première chose dans le concept d'intimité qui m'a frappée en travaillant donc, sur cette traduction depuis maintenant plusieurs années, c'est que on choisit sa famille artistique en fait. Et moi, Susan Laurie Parks, eh bien, quelque part, elle est devenue petit à petit, elle fait partie maintenant de ma famille de manière presque intime parce que je suis tous les jours avec elle d'une manière ou d'une autre. Je lis absolument tout ce qu'elle fait, je regarde, enfin voilà. Et elle donne notamment une sorte de séminaire online, Watch Me Work, voilà. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et voilà, donc cette intimité, elle m'est apparue rapidement et intimité imitée parce que justement, c'est vrai que toute cette notion et ces concepts, ou le concept fondamental de la mimésis qui a été quand même pendant longtemps au centre des études de traductologie avec notamment le concept évidemment de fidélité à l'œuvre originale, etc. C'est vrai qu'actuellement, ça a un peu explosé, ça, vraiment dans les théorie actuelle de traductologie, les paradigmes, ils ont complètement changé. Enfin, complètement. Ils ont passablement changé. Et notamment à travers et avec tout le courant féministe, hein, toute la traduction, voilà, les Québécoises, voilà, Sherry Simon, etc., Louise von Flotto. Et donc, il y a cette idée qu'il y a une intimité et une imitation, en fait, mais ce que j'essaye d'imiter, c'est pas tant le langage que justement sa dynamique, son flow, en quelque sorte. Et c'est vrai que dans le cas du théâtre, c'est particulièrement probant parce qu'on cherche vraiment à retrouver quelque chose de l'ordre justement presque du rap, en fait, du speech, du rapid speech, de quelque chose qui va se déverser et couler. Et donc ouais, j'ai envie de dire que c'est ça pour moi, ce concept, voilà. Pour rebondir un peu là-dessus, peut-être en l'autre partie du projet, donc vous parliez du comédien avec qui vous travaillez, qui s'appelle Yannick Coades, hein, je crois. Et comment est-ce qu'il est arrivé à travailler, enfin, comment vous êtes arrivé à travailler avec lui sur ce projet et avec les autres comédiens? Et peut-être pour ouvrir un peu la question sur enfin, vous avez expliqué au début de votre présentation l'importance de l'Ibarnix, des questions, le fait que ce soit une pièce autour de la figure de Lincoln aussi, enfin, la question, on va dire, de l'identité africaine-américaine. Et est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi du côté de la traduction par rapport au choix d'interprètes, aux personnes avec qui vous travaillez pour établir votre texte, savoir si la dimension, est-ce qu'il faut travailler avec des personnes racisées, est-ce que c'est une dimension, j'imagine que c'est une dimension à laquelle vous avez réfléchi, et comment vous l'envisagez dans ce texte ce que je trouve intéressant à la fin de votre présentation, un texte qui est encore en mouvement en fait, qui pour vous sera en mouvement jusqu'à une représentation ou des représentations, et ce qui est sans doute propre à la traduction théâtrale, j'imagine. Oui, effectivement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que comme moi, j'ai un passé justement dans le théâtre où j'ai moi-même mis en scène des spectacles, en fait, j'ai beaucoup de mal à envisager cette traduction comme si j'allais pas la mettre en scène. Et je suis sans cesse, malgré moi, en train de me projeter comme si j'étais en train de faire l'étape d'après qui est de porter en fait ce texte à la scène. Et donc, en ce sens-là, effectivement, ma traduction, elle est complètement mouvante parce que je sais par expérience, pour avoir monté moi-même des spectacles, que le texte, il est vraiment en mouvement jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on travaille avec les comédiens, comédiennes au plateau et ils et elles font énormément de propositions. Et je connais aucun
metteurs et metteuses en scène à l'heure actuelle qui ne s'inspirent pas de manière vraiment assez forte de ce qui sort en travail de répétition. Et donc, c'est vraiment un travail commun. Donc, c'est vrai que ce texte, il est effectivement toujours en mouvement et je pense qu'il le sera jusqu'au moment du plateau, puisque justement, les indices langagiers que Parks instille, par exemple, la différence entre le the, T-H-E, et le the, T-H-U-E, T-H-U-H, pardon, elle explique vraiment que pour les comédiens ou comédiennes, c'est une attaque vocalique, physique, émotionnelle différente. Et donc, moi, avec Yannick Coad, on l'a traduit par le, L-E-U-H, ou la, L-A-H. Mais de nouveau, le ou la comédienne sur scène, comment est-ce qu'ils vont donner comment est-ce qu'ils incarnent ce le, ce la? Eh ben, on n'en sait rien. Ils vont l'incarner avec leur propre physicalité, ils vont l'incarner avec leur accent. S'ils viennent du Poitou, ils vont l'incarner avec un accent différent que s'ils viennent évidemment de Suisse romande et de notre campagne vaudoise où les gens, eh ben, ils parlent comme ça. Donc forcément, ça va donner une toute autre. Voilà. Donc, vous avez compris. Effectivement, donc le texte, il est mouvant jusqu'au bout. Et puis la dimension Ebonics, eh bien, effectivement, c'est clair que c'est une composante hyper importante et c'est pour ça que dans ma démarche actuelle, j'ai vraiment pas fini parce qu'il me manque. J'ai travaillé énormément donc avec Yannick Coad qui est un acteur formé à Paris, donc qui a vraiment l'habitude de travailler avec les grands textes classiques, qui vient d'une formation vraiment qui a fait voilà, un cursus parisien vraiment par excellence. Et donc, par ailleurs, qui a une oreille hyper développée par ailleurs justement à tout ce qui est rythme. Et donc, lui m'a vraiment apporté un regard extrêmement constructif par rapport à ça. Ça s'est fait de manière très naturelle parce que c'est un ami à moi et que je l'ai contraint en fait sous la menace de collaborer avec moi. Donc voilà. Mais par ailleurs, voilà, il nous manque l'étape actuellement, effectivement. Il nous manque de manière très cruciale ce regard d'une ou plusieurs personnes racisées, sachant que vraiment, l'atelier théâtre de l'Université de Genève, qui comporte une vingtaine d'étudiantes et étudiants, eh bien, malheureusement, pas une seule personne racisée. Donc, en fait, c'est pas si simple. En Suisse romande, actuellement, on peut compter sur les doigts de deux mains le nombre d'acteurs et actrices racisés sur les scènes romandes à l'heure actuelle. Vraiment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai mentionné cette réalisatrice suisse et congolaise, Rachel Mbon, qui, elle, serait susceptible d'apporter un regard sur ma traduction, parce que par ailleurs, elle a une sensibilité à toutes ces questions, étant elle-même réalisatrice, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'avais aussi une question, plusieurs questions pour Marie. Peut-être que vous l'avez dit, et si je l'ai raté, je suis navré. Est-ce que vous êtes vous-même locutrice du gaélique et à quel point ça vous a permis, enfin, l'expression des empty sack, par exemple, j'étais très impressionné par le fait d'avoir pu relever ça et de retrouver l'expression de départ. Et peut-être, c'est que vous pouvez nous parler de comment vous êtes venu, vous, à traduire ce texte, comment l'éditeur, donc comment Beau Dommage, a choisi de le republier, ce texte de la fin du 19e. Je sais que leur premier roman est également traduit par un universitaire. Donc, est-ce que et comment vous avez eu un regard avec votre propre parcours et notamment votre travail sur la littérature de l'imaginaire, est-ce que ça a pu vous influencer d'une façon ou d'une autre, même si c'est, je comprends bien, un genre tout à fait différent, et comment vous l'avez abordé en irlandiste finalement? Oui, alors, bon, en l'occurrence, non, je ne parle pas le gaélique. Déjà mais par contre, ça a été une vigilance de tous les instants. Et puis, je me suis équipée d'un dictionnaire de Hiberno English. Et donc, ça a demandé des recherches aussi au fur et à mesure, au fil du texte. Parfois, certaines choses qui, justement, quand c'était non pas un mot gaélique tel quel, mais une expression directement traduite, bon voilà, il y en a peut-être qui m'ont échappé d'ailleurs, malgré ma vigilance. Et quand je tombais dessus, j'étais d'ailleurs tellement contente que je m'empressais de faire une petite note en bas de page. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais bien contente d'avoir cet espace-là de visibilité. Mais sinon, donc voilà, donc j'ai une toute petite connaissance de l'ancien irlandais, donc vraiment très très limitée. Mais par contre, j'ai été contactée par l'éditrice via notre département d'anglais, puisqu'elle avait justement
Alors sur un autre projet, collaborer avec une de mes anciennes collègues, et puis donc qui avait réorienté vers nous en disant quelqu'un qui est à la fois en études irlandaises et porté sur la traduction, vous pourrez sans doute trouver au département d'anglais de l'Université de Lille. Et donc voilà, étant donné qu'il était de notoriété publique que j'étais dans l'équipe de traduction, traductologie et dotée d'un diplôme études irlandaises, ça m'a été proposé et j'ai été intéressée. Donc voilà, donc il faut dire aussi que cette éditrice est une toute petite maison d'édition, comme j'ai dit, qui commence, donc ils n'ont pas les budgets des grandes maisons d'édition, et donc clairement c'était moins cher pour eux de passer par des enseignants-chercheurs dont ça n'est pas le métier principal, hein. Voilà. Mais sinon, pour le coup, il y a quand même eu. Alors, je ne connaissais pas ce texte à ce moment-là. En revanche, assez bien la période, parce que j'ai travaillé donc, sur Lord Dunsany, qui est donc du début du XXe siècle. J'avais déjà travaillé sur la période de la Renaissance littéraire irlandaise, et notamment sur Lady Gregory aussi. Donc, ces problématiques, je les avais quand même déjà rencontrées. Et ce qui fait que j'ai été un petit peu en territoire familier, même si évidemment, il n'y a rien à voir avec les littératures de l'imaginaire. C'est finalement surtout par le biais de la langue, et puis aussi, mine de rien, même si ça reste un roman réaliste, par le fait que il y a cette espèce de mythe intrinsèque, en fait, dès qu'on parle d'Irlande et de littérature irlandaise, au sens où la terre elle-même est mythifiée par les textes, et y compris là ici en littérature réaliste, la politique du crépuscule. Enfin, il y a quelque chose qui historiquement fait que on retrouve ça. À ce sujet d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité et j'hésite encore beaucoup sur la traduction de romance. Voilà, qui est un vocable qui pour moi incarne l'irlandité dans tout ce qu'elle a de plus voilà, de plus fort. Et romance, alors entre la romance, le romanesque, le romantisme, la poésie, l'amour, l'imaginaire, la fantastique, enfin, bon, il y a tellement de choses possibles, et on le retrouve dans ce roman. Donc voilà, pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose qui... Il y a des points d'ancrage comme ça qui font qu'on se retrouve en territoire connu, et j'avais envie de rendre ouais, cet aspect-là aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Oui. Si, tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un dans le chat ou au micro souhaite intervenir. Et le silence se fait. Moi, j'en ai une dernière question. Et pour vous deux d'ailleurs. Je crois pas que vous avez beaucoup mentionné, mais peut-être encore une fois, ça m'aurait échappé. Est-ce que vous avez eu des lectures finalement dont vous vous êtes inspiré au moment de travailler, des lectures d'autres traductions, de romans ou d'écrits en français francophone contemporain? Parce que vous avez parlé de cette traduction qui intégrait du breton, qui a pu être critiquée, mais est-ce qu'il y avait d'autres traductions qui vous ont paru, vous avez pioché ou qui vous ont aidé? Donc même chose pour vous, Katinka, est-ce qu'il y a des textes contemporains qui auraient pu qui ont pu vous servir dans votre travail? Le tout en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Je commence. Ça va être rapide. En fait, il y a beaucoup de lectures que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas eu le temps de faire. Je me suis repenchée sur la manière dont avaient été traduites Les Hauts de Hurlevent, parce que je me souvenais, j'avais le souvenir qu'il y avait justement ce jeu sur la langue, et avec notamment des personnages qui utilisaient un parler très populaire. Donc voilà, donc j'ai fait avec ce que j'avais, j'avoue, chez moi sous la main, et je suis allée un petit peu voir les traductions, donc notamment plusieurs des traductions que j'avais chez moi des romans, pour voir quelles différentes stratégies avaient été mises en place, qui m'a permis justement de faire un petit panorama des différentes stratégies, comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure. 1 minute 30. Et oui, alors quant à moi, effectivement, il y a une grande traductrice qui m'a beaucoup inspirée, c'est Sika Fakambi, qui est franco-béninoise et qui a traduit notamment Sonia Sanchez, Prochain arrêt le Bronx, donc en théâtre. Et puis, elle a traduit le magnifique roman donc, de Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God, et leurs yeux dardaient sur Dieu. Et c'est vrai que Sika Fakambi m'a vraiment beaucoup inspirée parce qu'elle a des solutions et des néologismes absolument géniaux, beaucoup d'onomatopées également.
Et puis également Christiane Bess qui a traduit Maya Angelou et qui a traduit quasiment, enfin en tout cas beaucoup James Baldwin. Et avec des succès je trouve, par exemple, Christiane Bess, pour moi, est bien meilleure traductrice de Baldwin que de Maya Angelou, par exemple. Et ça, c'est aussi intéressant à comparer. Bien, merci beaucoup. Je pense que nous allons s'arrêter là. Tiffany, je te laisse dire ce qu'il faut dire.